Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de pouvoir avoir avec nous l'une des voix qui nous a bercés au courant des années 80-90 au Québec. Mesdames et messieurs, je suis très excité et très heureux de le recevoir, Monsieur Luc Hamet. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans cette entrevue web. Bonjour Luc, parce que c'est rare, il n'y en a pas tant que ça des Luc. Hein. Ben non, exactement. Vous avez un Q, moi j'ai un C. C'est Et je tiens beaucoup à mon cul. J'aimerais faire un petit survol au niveau de votre curriculum vitae. Luc Hamet, dans votre carrière, vous avez été producteur, vous avez été directeur artistique, acteur, comédien au théâtre. Vous avez aussi fait de la mise en scène. Lorsque j'ai vu votre scénario, j'ai été complètement jaloux parce que vous avez tellement de capacités, de compétences. Là, je dois savoir, est-ce qu'il y a une chose que Luc n'est pas capable de faire, ne sache pas faire? Bricolé. Ah, bricoler! Je suis, mais je suis extrêmement mauvais. C'est-à-dire que moi, je fais le bonheur des artisans parce que quand j'ai un truc à faire à la maison, j'appelle un électricien, j'appelle un plombier, je suis incapable. Ou alors c'est ma femme qui le fait. D'ailleurs, on va en parler justement. Vous êtes marié avec Emmanuel Payet qui, de son côté, fait aussi du doublage de son côté. On y reviendra tout à l'heure. Depuis 2014, vous êtes maintenant le directeur du théâtre Edgar à Paris. Maintenant que vous êtes du côté obscur de l'administration, est-ce que le comédien voit le métier d'un tout autre œil? Alors, j'ai toujours été un petit peu entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait pas mal de choses dans ce métier. J'ai toujours été intéressé par vraiment toutes les formes de la comédie. Le doublage, j'ai été aussi animateur télé sur France 2 pendant 6 ans. J'ai fait des émissions jeunesse, ça s'appelait Hanna-Barbera Ding Dong avec tous les dessins animés d'Hanna-Barbera. Scooby-Dooby-Dooby-Doo, enfin, Rock et Belles Oreilles, Satanas et Diabolo. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Pénélope Jolicoeur, Les Fous du Volant, enfin bon, bref. J'ai été voix antenne d'une radio en France qui est la Nostalgie. J'ai fait du cinéma avec Francis Weber. Là, je ne sais pas si chez vous ça passe de temps en temps, mais là encore dimanche, il y avait le placard de Francis Weber dans lequel j'ai un rôle assez important. C'est moi qui mets le préservatif sur la tête de Daniel Auteuil. J'ai fait, donc vous l'avez dit, beaucoup de théâtre, du café-théâtre, j'ai fait du one-man show. Il y, a, y a beaucoup de choses de ce métier que j'ai fait, mais je me suis toujours intéressé. Quand j'étais à France 2, par exemple, j'ai produit un reportage pour Envoyé spécial qui s'appelait La Comédie des Voix, qui était un reportage de 26 minutes sur mon métier. Mhm. Et j'ai toujours, en fait, je suis ce qu'on appelle un faiseur. Je fais les choses aussi à l'instinct, c'est les rencontres. Je ne me suis en fait jamais rien interdit. Et c'est certainement pour ça que j'ai avancé. Et l'aventure du théâtre Edgar, donc d'acheter un théâtre à Paris, même si c'est un théâtre modeste, hein, c'est un joli petit théâtre de 132 places. J'ai fait des très gros travaux. On a une très jolie scène quand même de 8 mètres d'ouverture. Donc on peut dire que c'est un vrai théâtre, mais il y a 132 personnes dans le public. Bah, c'est une aventure qui m'est arrivée complètement par hasard. J'ai déjeuné un jour avec l'ancien propriétaire qui m'invitait pour me dire, toi qui connais plein de monde dans le métier, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé par racheter le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar? Parce qu'à l'époque, c'était deux petites salles que j'ai réunies pour en faire une plus grande. Mais à l'époque, c'était deux salles. Et c'est l'endroit mythique de la naissance du café-théâtre à Paris. Et je me suis entendu lui répondre, bah moi. Mais je n'avais pas du tout prévu ça dans ma tête. OK, il y avait aucun plan d'avenir pour devenir directeur, là. Alors moi, j'avais déjà depuis 10 ans une société de production de spectacles en tournée. Donc je fais des tournées partout en France. J'ai malheureusement pas été au Québec et c'est dommage. J'ai eu un jour une possibilité, puis ça s'est pas fait parce que vous avez, je crois, un système un petit peu rébarbatif
pour les producteurs du Québec. Quand ce sont les acteurs français qui viennent, il y a des impôts supplémentaires. Il faut que ce soit des acteurs du Québec qui reprennent les rôles. Enfin bon, bref, c'était pas très simple, mais j'ai failli. Mais sinon, je vais jouer avec ma société de tournée. On va jouer beaucoup en Suisse, beaucoup. On va de temps en temps en Belgique. On va aussi au Maroc. J'ai été jouer là dernièrement un Fedo à Casablanca. C'était une aventure géniale. Donc, j'avais cette société de tournée et je produisais déjà des spectacles. Donc, finalement, d'avoir mon théâtre à Paris, c'était, sans y réfléchir, un aboutissement. Parce que monter des spectacles en tournée, c'est faire beaucoup de travail pour 30, 40 dates. Une tournée en France, c'est ça, en moyenne. C'est vrai qu'on s'essouffle rapidement parce que c'est beaucoup de travail pour finalement une exploitation qui n'est pas longue. Alors que quand on a un théâtre, la moindre pièce que je monte, c'est pour 60 minimum, et c'est souvent 90, 100, 120 représentations. Donc, c'était beaucoup plus chouette pour moi, et je regrette absolument pas, même si depuis le mois de mars, on est vraiment malmené, mais comme certainement chez vous, je sais Oui, pas où vous... à cause de la pandémie, exactement, parce que Voilà. l'entrevue, ce qu'il faut préciser auprès des gens qui nous écoutent, l'entrevue se fait présentement l'entrevue se fait présentement en décembre 2020. Donc, on est encore dans cette situation de pandémie qui fait en sorte que les artistes ne peuvent pas faire de représentation devant un public. Donc, ça amène certaines complications. Voilà, alors on peut, mais on va pouvoir normalement le 15 décembre. Mais si j'entends les informations depuis hier, comme le taux d'infection n'est pas descendu et qu'il y a encore beaucoup de monde dans les urgences, il est fort probable, alors qu'on a tout organisé pour réouvrir le 15 décembre, il est fort probable qu'on nous annonce demain, que le Premier ministre ou le président Macron nous annonce demain ou après-demain qu'on ne pourra finalement pas reprendre le 15 décembre, ce qui est catastrophique parce que on met des choses en place. Mettre en vente un spectacle, c'est du temps. Il faut créer les représentations sur les sites de réservation en ligne. C'est un planning, toute une mise en vente qui fait que déjà depuis 4 fois en France, on se prépare et puis boum, on nous impose un couvre-feu. Puis là, on dit qu'on va nous déconfiner, mais on risque de finalement ne nous déconfiner qu'en janvier. Ça devient extrêmement compliqué de travailler dans ces conditions. Oui, non, je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, j'envoie une pensée à tous les artistes, que ce soit au Québec et l'Europe d'ailleurs, qui ne savent pas sur quel pied danser directement. C'est-à-dire qu'on est vraiment on sait que le gouvernement, c'est la première fois qu'ils arrivent sur ce genre de situation-là. Et c'est beaucoup dû à l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a un plan, mais ce plan-là peut varier selon ce qui va se passer, selon le taux de contagion directement. À cause de ce fameux virus que personne ne connaît et que tout le monde apprend à découvrir. Hein. Exactement. Hey, je trouve ça intéressant de voir le côté d'un directeur face à cette situation-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis très, très heureux de l'entendre. Mais l'acteur et comme les autres acteurs, je piétine parce que j'ai fait un gros succès au Théâtre Edgar l'année dernière et c'était la première fois que je jouais dans mon théâtre parce que je ne voulais pas mélanger la direction d'un théâtre avec le fait de remonter sur scène. Donc c'était la première fois depuis 5 ans que j'ai le théâtre, que je jouais dans une pièce au Théâtre Edgar et c'est un Fedo que ma femme a adapté qui s'appelle Ciel, ma belle-mère. Qui est tiré d'un fait d'eau peu connu qui s'appelle Le mariage de Barillon. Et on a fait une super adaptation. Et on est 7 comédiens dedans. Et on a fait un carton à Paris l'année dernière avec ce spectacle. Et là, j'avais 60 dates en tournée. Mais on est en train petit à petit de les repousser, les repousser, les repousser. Là, je prie le dieu du théâtre parce qu'on doit recommencer les 8 et 9 janvier la tournée sur des dates on aurait déjà dû faire au mois de novembre et qu'on n'a pas pu faire. Et j'espère que ce ne sera pas à nouveau repoussé parce que j'ai certaines dates de tournée qui sont déjà repoussées à la rentrée 2022. Enfin, ça devient très compliqué.
sans plus attendre, on va continuer au niveau de notre sujet principal, le doublage. J'ai fait un petit peu par exprès pour essayer de cacher un peu certaines de vos voix. Je vais garder la plus importante pour la fin. Donc, comme vous avez mentionné, vous avez déjà fait vous avez fait Anna Barbara Ding Dong avec plusieurs voix qui sont apparues au Québec. Sinon, au niveau du Québec, votre voix a traversé l'océan pour ce qui est de personnages comme Buster et Plucky dans les Tiny Toons. On est petit et gentil et nous aussi. Alors, c'est Oh! et Plucky le canard qui parlait comme ça. Oh! Oh, Je, j'aime bien l'argent. J'aime beaucoup l'argent. je m'attendais jamais à avoir cette voix-là en entrevue et je suis extrêmement heureux. On continue. Vous avez marqué mon enfance aussi avec Moomins de Les Moomins. Les Moumins. Les Moumins, c'est pas comme ça, petit Moumins. Il est comme ça, Moumins. Il est gentil. C'est un petit Moumins. Oh! Ah, j'en ai la chair de poule à chaque fois que je fais une entrevue avec un doubleur et j'aime ça. Sinon, on a Ranma de Ranma 1/2. Oui, alors là, c'était plus viril. Quoique, Ranma et demi était soit homme, soit femme. Mm-hmm. Hein, c'était ça le truc. Ça, c'était vraiment du dessin animé japonais. On faisait ça. C'était à l'époque où on travaillait jour et nuit. On faisait ça dans les studios qui étaient au-dessus des studios du Club Dorothée, à la Plaine Saint-Denis, à Paris. Et on faisait ça le soir. Franchement, c'était scandaleux. On en enchaînait 3 d'un coup. C'est à peine si on s'arrêtait. Attendez. Vous me dites que vous enregistriez 3 épisodes par séance d'enregistrement, c'est bien ça? Ah oui, c'était à l'époque où on faisait des lives dans la journée et on faisait les dessins animés le soir. Il arrivait très fréquemment qu'on termine à minuit, exsangue, et on faisait 3 épisodes pratiquement comme c'était une équipe très aguerrie. C'était l'époque où on enchaînait parce qu'il y avait énormément de nouvelles chaînes en France. Il y avait TV6, l'ancêtre d'M6, il y avait la 5 qui a disparu maintenant. Et ces chaînes-là ne s'abreuvaient que de séries américaines. Et il n'y avait à l'époque pas encore assez de comédiens formés au doublage. Donc, c'était quand même un petit microcosme. On n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, ça s'est énormément démocratisé. Mais à l'époque, et il fallait des bons parce qu'il fallait aller vite. Et donc, on se retrouvait comme ça. Combien de fois je me suis retrouvé avec Francis Lax, avec Roger Carrel, qui vient malheureusement de nous quitter, avec Gérard Hernandez, Micheline Dax. Moi, j'étais le petit jeune de la bande, Pierre Tornade. Moi, j'ai eu la chance de démarrer avec ces gens-là. C'était dans les années 80. Et donc, on faisait des lives dans la journée, c'est-à-dire 8, ça suffit, 8 is enough. On faisait La Petite Maison dans la Prairie. On faisait Starsky et Hutch avec Francis Lax et son acolyte. Ça y est, ça m'échappe, mais on connaît que lui en France. Ça me reviendra. C'est terrible. Il faudrait pas vieillir. C'est le début d'Alzheimer. Et oui, on lui dira pas. Voilà. Et donc, on faisait ça dans la journée. Puis les séances se terminaient vers 6h30. On allait prendre un pot. On mangeait un petit morceau. Et à 8h, on se retrouvait éventuellement dans un autre studio à Paris. Et là, on enchaînait les dessins animés. Mais il nous arrivait, les Moomins, il nous est arrivé de faire un 26 minutes, aller en 28 minutes. C'est-à-dire qu'on faisait 2 ou 3 reprises. Parce que vraiment, l'un d'entre nous s'était crotté. Mais sinon, on avançait. Et on en faisait même un challenge. C'est-à-dire qu'entre nous, on disait, avant un début, combien de fois j'ai vu Francis Lax faire ça, de dire, bon, les enfants, celui qui se plante offre le champagne. C'était le défi pour assurer un bon fonctionnement de l'enregistrement. Et on fait 22 minutes d'affilée et je peux vous assurer qu'on on serrait les fesses, on faisait le truc, on essayait même de se piéger en se rajoutant des petites phrases qui n'étaient pas écrites sur la bande rythmo dans les off. Ça, c'était la grande spécialité de l'époque parce que les textes n'étaient pas hyper bons à l'époque, donc on prenait beaucoup de liberté avec le texte. Donc, des fois, on essayait de faire très méchamment plonger le partenaire
parce on lui disait pas forcément ce qui était écrit, et le partenaire se faisait un malin plaisir à transformer sa réponse en disant « Ah ah, t'as vu, j'ai réussi, qu'est-ce que tu vas me dire derrière ?» Mais c'était une époque où on était entre copains, on se connaissait tous, on se serrait les coudes, on s'éclatait, et c'était une époque fantastique avec des grands professionnels à la barre. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat de doublage et comment ça a Oui, commencé? oui, c'est grâce à Francis Lax qui m'avait, pendant 2, 3 mois, dit tu m'appelles le soir à 7 heures et je te dis dans quel studio je suis le lendemain. Donc, je l'appelais tous les soirs à 7 heures. Il me disait demain à tel endroit. Bon, et le lendemain, j'allais passer ma journée. Je me mettais dans un petit coin du studio assis par terre et je regardais, j'écoutais. Il me dit il y a pas 36 solutions, il n'y a que comme ça que tu peux apprendre. Okay. Et quand tu sentiras que tu es prêt, eh ben, je te ferai passer un essai. Wow! Et puis, j'ai dit à Francis, je crois que je suis prêt. Il me dit, bon, bah écoute, tiens, vas-y. Je regarde l'air. Quand je regarde en l'air, c'est parce que je regarde l'écran. Hein. Mm-hmm. Tiens, vas-y, fonce. Allez, à toi. Alors, je me suis mis à la barre. J'ai fait le truc. Il m'a dit, bah écoute, c'est pas mal du tout. Donc, tu es prêt. Je vais parler de toi. Et le lendemain, j'avais un appel d'une secrétaire qui était la secrétaire de la plus grosse boîte de doublage de l'époque, qui s'appelait la Sophie, S-O-F-I, où on faisait les Moomins, notamment. Mm-hmm. Et Colette, qui parlait comme ça parce qu'elle avait un cheveu sur la langue, Colette. Alors, Luc Hamel, oui. Alors, c'est Colette. Oui, mais moi, je ne sais pas qui était Colette. La Colette de la Sophie. Ah oui, bah, excusez-moi. Alors, Francis Lax m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez formidable et que vous faisiez très bien les petits chiens. Alors, à temps d'arrêt, j'ai dit oui, je fais bien les petits chiens. Moi, je n'avais jamais fait de petits chiens de ma vie. Non. Ah bon, faut le savoir, hein. Vous savez faire les petits chiens ou vous ne savez pas faire les petits chiens? Oh, wow. Alors, j'ai dit, bah oui. Francis m'avait dit, tu dis oui à tout. Hein. J'ai dit, oui, oui, je sais. Bon, alors très bien. Alors, demain matin, 9h30 au film du Rond-Point. Oui, les films du Rond-Point. Bah, vous ne savez pas où c'est les films du Rond-Point? Ben non, elle était habituée à parler à des comédiens qui faisaient du doublage tout le temps, donc ils savaient où c'était. Ben, c'est rue Jean-Mermoz. Alors la rue Jean-Mermoz, c'est en bas des Champs-Élysées. Mm-hmm. C'est un très bel endroit. Et donc le lendemain, je me suis retrouvé là-bas à 9h, j'ai dû arriver à 9h10, et il y avait là, dans le couloir, Roger Carrel, qui me dit, c'est toi, Luc Hamet? Oui. Alors, moi, je savais qui c'était. Hein. Francis m'a parlé de toi, je vais m'occuper de toi. On est ensemble sur le plateau. Et en fait, c'était un dessin animé tchèque où Roger faisait une petite chèvre et moi, je faisais le petit chien. Ah. Et il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, mon chéri, tu t'inquiètes pas. Tu vois là, c'est écrit, ça passe. Quand tu vois petit chien, tu parles. J'ai dit, oui, oui, j'ai déjà vu comment ça se passait avec Francis. Ah bah très bien, bah, c'est formidable. Et puis, on a commencé à faire ensemble et il n'arrêtait pas de me faire. Ah, ça, c'est très encourageant d'avoir quelqu'un qui t'aide et qui t'épaule au début d'une carrière. C'est extraordinaire. C'était un amour. C'était un mec, que ce soit Francis, Roger, toute cette génération. C'était des gens absolument adorables, très, très élégants, très classe avec les autres et très encourageants. Ils m'avaient pris sous leur aile et ça a été loin parce que il y a un peu avant que j'arrête de faire le doublage, puisque moi j'ai arrêté, j'ai fait une grosse carrière en doublage et à 37 ans, j'ai décidé d'arrêter. Peu de temps avant, j'ai passé des essais avec Jim Henson sur Kermit la grenouille, puisque malheureusement, à l'époque, on était atteint de jeunisme et on voulait absolument rajeunir toutes les voix. Et on m'appelle pour me dire, voilà, Jim Henson voudrait vous entendre. Il sera là pour vous faire passer l'essai sur Kermit la grenouille. Alors moi, j'ai dit, écoutez, bon, bah, je vous rappelle. Et moi, je prends mon téléphone, j'appelle Roger. J'ai dit, Roger, écoute, je suis très embêté parce que ils veulent m'essayer sur Kermit la grenouille, mais c'est toi, Kermit la grenouille. Il me dit, mon petit poulet, ça me ferait tellement plaisir que ce soit toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. Passe cet essai et vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde et tu vas être formidable dessus. Et, bon. Et je passe l'essai, ça m'a permis de rencontrer dans ma vie Jim Henson. Je passe l'essai avec Jim Henson et quelques temps après, on m'appelle et on me dit, bah, c'est toi qui as été choisi. Donc j'ai fait
Et c'est parti pour le Muppet Show. Wow, je n'avais même pas vu cette information-là dans mes recherches et je suis abasourdi, c'est tellement de l'art. C'était dans Ah, les nouvelles. Il y a eu toute une. Ça passait sur Canal Plus chez nous, le mhm, soir à 20h. C'était une ressucée du Muppet Show. C'était les marionnettes qu'on connaît, mais ils avaient changé toutes les voix et ça passait dans Nulle part ailleurs, qui était l'émission mythique de l'époque de Canal Plus. Et on en a fait, je sais pas, on a dû en faire 26. Et c'était à l'occasion de ce retour des Muppet Show. wow. Et là, aujourd'hui, j'imagine que là, vous ne faites plus la voix parce que je sais que depuis que Disney est rendu avec une grande plateforme, il a décidé de faire raviver certaines franchises qu'ils ont achetées. Oui. J'imagine que maintenant, vous n'êtes plus la voix officielle de Non, Kermit. C'est ça? non, 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 non. J'ai gardé Michael J. Fox et j'ai gardé Brandon dans Beverly Hills, puisque je l'ai fait pendant 10 ans pour TF1. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, puisque Emmanuel doublait Kelly. Hein. Mhm. Donc, nous sommes un couple de doublage de voix française. Et je viens de le doubler là dernièrement. C'est les deux seuls personnages que j'ai gardés en doublage. D'accord. Euh, donc j'en fais 5 fois dans l'année. Et Ben, notre pauvre Michael, mhm. il va de moins en moins bien, hein, Ben, malheureusement. justement, c'est ça. Ben, on reviendra à Michael J. Fox tout à l'heure. Je voulais comme garder ce petit scoop-là tout à l'heure. Euh, Justement, vous avez parlé du fait que vous êtes marié à Emmanuel. Vous vous êtes rencontrés lors d'une séance de doublage. Oui. Est-ce que ça vient ajouter une certaine complicité de savoir que l'amour de votre cœur partage le même métier, la même passion que vous? Donc, au moment où vous vous êtes rencontrés, vous aviez le même emploi. Alors, on s'est rencontrés sur un plateau de doublage. J'ai dû être un des premiers jeunes directeurs de plateau. Je devais avoir 27 ans à l'époque. Et c'était plutôt des gens de 50 ans qui dirigeaient les doublages. Donc j'étais un des Mhm. premiers jeunes à diriger. Et TF1 m'a confié donc le doublage de Beverly Hills et la Sophie à l'époque, Michel Salva. Et j'étais super content. Et le premier rôle masculin, donc Brandon, est arrivé une sublime jeune fille qui avait 20 ans à l'époque, Emmanuel Pailly de son nom, qui elle venait de faire Church for Tomorrow Mhm. en français. Elle avait fait plusieurs choses et c'était son premier rôle un peu important parce que la série Beverly Hills, c'était une série importante. Et je la trouvais évidemment sublime et puis tellement gentille, tellement charmante. Et puis, en fait, ce sont nos chiens qui se sont rencontrés d'abord. Vos chiens. Racontez-moi cette anecdote-là. Je veux en entendre un petit peu plus parler. Parce que j'avais une petite filoute à l'époque qui avait 3 mois, 4 mois, qui était une petite chienne labrador noire. Et tout à fait par hasard, Emmanuel avait la même chose, mais un labrador blanc qui s'appelait Gorby et qui avait le même âge que Filoute. Et donc, on avait deux chiots, mais lui, Emmanuel avait un mâle et moi, j'avais une femelle. Donc, ils ont commencé à jouer dans les couloirs du studio ensemble. Et puis, nous, on a joué, papa et maman ont joué très rapidement derrière. Est-ce que lorsque vous créez ensemble, vous savez comment vous complétez? C'est-à-dire que vous savez, bon, OK, l'autre a certaines lacunes, donc je vais aider là-dessus. Est-ce que vous complétez à ce niveau-là? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur une adaptation comme Ciel, ma belle-mère, qui a fait donc un gros succès au théâtre à Paris la saison dernière, Emmanuel est extrêmement forte pour la structuration, pour la mise en forme. Mais la mise en forme, c'est pas anodin. Et elle est extraordinaire pour l'épine dorsale de la pièce. Elle découpe scène par scène, elle organise. Et moi, je ne suis bon que pour les dialogues. J'ai OK. toujours été bon. D'ailleurs, c'était ce qui faisait ma force en doublage, parce que souvent, j'ai doublé évidemment des choses comiques, puisque j'ai toute ma vie joué, même en tant que comédien, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Moi, j'adore la comédie et je suis vraiment bon là-dessus. Donc, j'arrive parce que j'ai l'habitude de jouer aussi, et ça c'est le côté acteur, j'arrive à vraiment
En doublage, on n'a pas toujours des bons dialogues et j'arrive à transformer les choses de manière à ce que ce soit le dialogue, il faut que ce soit incisif, il faut qu'on comprenne immédiatement. Le rire est instantané. Si on doit commencer à réfléchir, ça peut pas marcher. Il faut que ce soit percutant. Et ça, j'ai toujours eu en moi cette possibilité. Et je crois que le doublage m'a aussi beaucoup appris à être incisif. Je pense à Spin City que j'ai doublé pendant des années. Spin City qui était vraiment la série comique, qui n'était pas toujours bien adaptée. Et je dois dire qu'on a fait, je pense en français, des prouesses parce que par rapport au texte qu'on avait, parfois on ignorait pratiquement ce qui était écrit sur la bande et on disait complètement autre chose en respectant l'anglais, bien sûr, mais parce qu'il faut être efficace. Donc moi, je suis un dialoguiste. Emmanuel est un véritable auteur dramatique. D'ailleurs, elle a écrit une pièce qui a très bien marché, qui se joue encore dans certains théâtres en province, mais qui s'est jouée à Paris aussi. C'est une pièce qui s'appelle La Croisière s'amuse et qui est super drôle et qui est vraiment une ambiance. C'est un peu les bronzés font de la voile. Ça se passe sur un voilier qui est perdu au milieu de la Méditerranée avec des gens qui savent pas faire de la voile. Et c'est très, très drôle. Et ça, elle l'a écrit entièrement créé. C'est pas une adaptation. Elle a vraiment un talent d'auteur que moi, je n'ai pas. Moi, je suis vraiment un dialoguiste. Je suis content de savoir que cette chimie vient justement offrir des œuvres palpitantes qui offrent du succès en plus. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, on verra ça au Québec. On se Ah, croise les doigts. Si un si jour. quelqu'un si quelqu'un vous entend, a envie de monter une pièce comique, une pièce très drôle, qui fait vraiment penser à l'univers des bronzés, moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Ça se passe dans le cockpit d'un voilier avec un escalier qui monte sur le pont. C'est totalement dément. Je vous envoie la pièce et alors montez-la au Québec. Ce serait le plus grand plaisir pour nous deux. Bien, ça va nous faire plaisir de recevoir ça et de vous suggérer des noms. Peut-être que quelqu'un va vous contacter après, à la fin de cette entrevue-là. On ne sait jamais. On Et ne avec sait jamais. Les gens qui nous écoutent à la maison, j'ai omis deux informations. Parmi les voix que Luc Hamet a fait, il y a bien sûr Roger Rabbit, de Qui veut la peau de Roger Rabbit. vous en prie. Oh non, pas la trompette! J'aime pas la trompette! Et oh là 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 là, hey, je ne m'habituerai jamais. Après 7 ans d'entrevue, on dirait que à chaque fois que je rencontre une voix qui m'a marqué dans ma jeunesse, ça vient me perturber, mais dans le bon sens, complètement. Ah, et Vous n'avez pas l'air vraiment perturbé, hein? ça, c'est le professionnalisme qui essaie d'agir présentement. Et finalement, et là, je suis extrêmement content. Nous avons aussi, Luc a déjà fait la voix de Marty McFly de Retour vers le futur. Eh Doc, génial la DeLorean! On est revenu en 1985! Oh la vache! Oh, vous ne savez pas au nombre de fois que j'ai écouté ce film-là. Je crois que c'est un marathon à chaque année maintenant. Et je vois que vous, de votre côté, vous continuez à faire des événements, à générer cette culture populaire en faisant le Back to the Future Show, Ouais. qui semble être à Partout en chaque année, de France, ce que j'ai pu comprendre dans les informations. Euh, partout en France, on a fait même une semaine au Grand Rex, qui est une salle mythique de Paris, où on diffuse les 3 films. Donc, c'est un marathon Retour vers le futur. mhm. Et j'anime la soirée. On a plein de plateaux. On a même eu un moment au Grand Rex sur une manifestation. On a eu un orchestre symphonique Wow. qui faisait toute la musique du film, cette magnifique musique de Alan Silvestri. On a ma copine Céline Monsara qui fait la voix de Lorraine. On a un petit numéro ensemble. Quand mon Pierre Attet, le doc, Christopher Lloyd, était encore vivant, on a Mhm. eu aussi Pierre qui est venu sur le plateau. On a eu Richard Darbois qui fait Biff, qui est une voix aussi très, très, très connue en France et certainement au Québec. D'ailleurs, Richard Darbois est le fils d'Olivier Guimont au Québec. Olivier Guimont, C'est ça? qui est un humoriste qui a été très, très reconnu. Donc, le fait de savoir que son fils maintenant est très reconnu au niveau du doublage, c'est extraordinaire de savoir ça.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, on fait un show comme ça qu'on est en train de faire maintenant quand on va nous repermettre de jouer en province avec cette fichue pandémie. On va faire dans des grands théâtres ce show que nous avons fait au Grand Rex à Paris. Nous allons le faire en province, même en Suisse. Il y a la DeLorean qui est présente. Donc, on amène la DeLorean, on a le taxi du film, on a des objets cultes du film. C'est une grande fête, Retour vers le futur. Et c'est là où on s'aperçoit que ce film est magique, puisque les papas, les mamans qui l'ont vu ont filé le c'est le cas de le dire, le virus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire ça aujourd'hui, mais le C'est virus. un virus positif, je crois. Voilà, c'est pas le Covid-19, c'est le virus Retour vers le futur, il est bien meilleur. Et j'ai des petits gaminots qui sont hauts comme ça, qui viennent me voir en disant « Et c'est toi, Marty ?» Je lui dis « Oui, c'est moi, Marty. » Et je me dis « Mais comment ce petit gamin a pu être fan de ce film parce que ce film a 35 ans. C'est quand même extraordinaire. » Et vous avez un ton de voix qui est quand même assez reconnaissable parce que vous avez bercé une génération complète. J'imagine que dans la vie de tous les jours, vous devez rencontrer des gens qui vous arrêtent dans la rue en vous disant hey, 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 je reconnais Ouais. cette voix complètement. Oui, c'est super agréable. L'autre jour, j'ai été acheté dans un aéroport, j'ai été dans une petite boulangerie de l'aéroport. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir un pain au chocolat, s'il vous plaît? Et là, la fille qui servait fait, non, non, c'est pas possible. Je dis, pardon, je ne sais pas. Et elle dit, non, non, c'est vous? Alors, c'est vous? Oui. Non, mais attendez, c'est vous, Marty? Je fais, oui, c'est moi, Marty. Non, c'est pas vrai. Elle se met à crier. Mais il faut qu'on fasse une photo. Mon frère est dingue de vous. Il faut absolument qu'on fasse une photo. Vous allez faire une dédicace pour mon frère. Alors après, il fallait prendre l'appareil photo. Elle enregistrait. Alors il s'appelle Sébastien ou je ne sais plus comment il s'appelait. Alors, hey, salut Sébastien, c'est Marty. Et elle pleurait et elle faisait, mais c'est pas possible. Il va être complètement dingue. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est super sympa. C'est un cadeau du ciel. C'est génial. Bien, justement, cette voix que maintenant que vous avez interprétée pour Michael J. Fox, j'ai lu dans mes informations que c'était Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur, qui vous avait sélectionné. Est-ce que vous pouvez Oui, m'en oui. parler un peu de cette information-là? C'est-à-dire qu'on a été très nombreux à Paris à faire des essais parce que on ne savait pas la carrière que ce film allait faire, mais c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un blockbuster. C'est un gros film américain. Donc, dans ces cas-là, on fait des essais et on est très nombreux. Donc, on est nombreux à avoir passé des essais. Ces essais sont partis aux États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui est quand même génial. Hein. On se parle d'un continent à l'autre grâce à ce système extraordinaire. Il faut bien se rappeler que les portables n'existaient pas. Bon. Et donc, ça part aux États-Unis. Et c'était long parce que ça partait en avion. Hein. C'était des bobines qui partaient, des bobines de son avec le film. Et puis, ils ont écouté Zemeckis, les trois, hein, le trio magique, hein, Spielberg et l'auteur. Et C'est Bob Gale, je crois. Bob Gale, oui, bien sûr, Bob Gale, l'énorme Bob Gale. Et donc, à trois, ils ont choisi ma voix. Et ils m'ont choisi sur Roger Rabbit parce que c'était la même équipe. C'est ça qui est génial. Donc, le rôle de Marty McFly vous a amené Roger Rabbit. Wow. Mais bien sûr, Roger Rabbit, c'est 87. Ah, d'accord. Puis, ouais, ça, Back to the Future, c'était 85. Et quand j'ai passé l'essai de Roger Rabbit, c'est pareil, on était très nombreux. Hein. Quand j'ai passé l'essai de Roger Rabbit, il y avait mon nom. Et je pense que, déjà, je pense que j'étais bien le personnage. Et puis surtout, ils se sont dit, lui, il est capable. Voilà. Et ouais, c'est une fierté pour moi parce que c'est des gens quand même que j'admire beaucoup. Hein. C'est quand même des personnes qui comptent sur le cinéma mondial. Hein. Mais d'ailleurs, pour ce qui est de Roger Rabbit et de Retour vers le futur, vous avez travaillé sur les deux projets avec Pierre Attet, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'était comment de travailler avec lui? Oh, c'était un bonheur, c'était quelqu'un de drôle, c'était quelqu'un de sympathique, c'était quelqu'un de chaleureux, c'était un bon camarade, il était
mais comme tous ces acteurs de ces générations-là qui malheureusement nous quittent en ce moment, c'est une génération que je regrette. Comme disait Michel Audiard, que j'affectionne particulièrement, c'était des élégants. Et je trouve que ce mot, il est merveilleux. C'était des élégants, c'était des gens classe, élégants, qui arrivaient le matin en disant « Je suis tellement heureux de travailler avec toi. Est-ce que tu veux qu'on déjeune ensemble ce midi ?» Mais des choses, mais aujourd'hui, on court, on se connaît à peine. Certaines personnes, ce n'est pas leur faute, mais ne savent même pas qui vous êtes. Et on s'en fout. Mais moi, j'ai toujours éminemment respecté les aînés. J'ai toujours ce métier, c'est un métier d'artisanat. C'est un métier qui, pour moi, s'apparente au compagnonnage. Un grand ébéniste va apprendre à un jeune ébéniste. Et ben moi, j'ai appris le doublage avec ces gens-là et j'avais pas des mauvais professeurs. Ça, dans la nouvelle génération, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Les gens arrivent, alors c'est qui mon personnage? Ah, c'est tel. Bon, paf, ils font leur truc. Et les gens qui les entourent et tout ce que nous, on dînait ensemble, on déjeunait ensemble, on prenait des pots, et Dieu sait si on en a pris, et tout le monde racontait 25 histoires drôles. Le pire dans tout ça, c'était Francis Lac, je ne sais pas comment il faisait, il avait 10 nouvelles histoires drôles par jour. Et à l'époque, aujourd'hui, on va très vite parce qu'avec l'informatique, on n'a plus de temps d'attente. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle des boucles, c'est-à-dire que les films étaient découpés en petits morceaux et qui étaient bouclés, si bien que on avait le début de la boucle qui partait, il y avait un peu de noir, et puis on avait pop, 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 hop, et puis le film partait, et ça faisait vraiment une boucle, et une fois que la scène était terminée, on repartait au début, ce qui nous permettait d'attendre le passage suivant quand on avait loupé quelque chose, et de pouvoir intervenir, Bon, aujourd'hui, on ne découpe plus les films, puisque ça n'est plus physique. À l'époque, c'était vraiment du 35 mm. Et donc, ces boucles, il fallait les changer quand elles étaient terminées. Quand on avait fini d'enregistrer en français et que la directrice ou le directeur artistique était content de notre travail, on disait la suite. À ce moment-là, le studio, qui était exactement comme un cinéma mais sans fauteuil, les lumières s'allumaient et on avait un temps d'attente pour que les recorders, on appelait ça, c'était un métier qui a disparu, les recorders qui étaient dans la salle de projection comme au cinéma au-dessus de nous, s'affairent pour décharger la boucle qu'on venait de faire, le son, l'image, la VI, la version internationale avec la musique, la musique et les bruitages. Enfin, tout ça a été découpé en boucle. Il fallait qu'ils rangent ça dans des petites boîtes et puis ils mettaient la boucle suivante. Ça prenait un certain temps. Et alors là, si vous étiez sur un plateau avec Francis Lax ou Roger Carrel ou Jean-Pierre Moulin, qui en plus bégaye dans la vie, d'accord, il nous racontait 25 histoires drôles, mais on se pissait de rire. Et la directrice de plateau, à un moment donné, parce que la boucle, entre-temps, le noir se refaisait sur le plateau, la boucle suivante démarrait, elle passait et il continuait à raconter des histoires. Et à un moment, la directrice de plateau faisait « Bon, les enfants, il faut peut-être qu'on travaille quand même. » Et c'était ça. C'était des journées entières de bonheur avec des gens drôles, attentionnés, qui avaient fait du cinéma, qui avaient fait du théâtre. Roger Carrel, toute sa vie, il a joué au théâtre. Il me disait, mon petit poulet, moi je l'ai connu, il est mort à 92 ans. C'était il y a, bon, j'ose pas le dire, il avait déjà 60 ans. Il avait entre 55 et 60 ans. Il me disait, mon petit poulet, je ne sais pas ce que c'est qu'un réveillon dans ma famille. Je ne sais pas ce que c'est qu'un 31 décembre. Il avait passé sa vie à jouer tout le temps au théâtre. Il était tout le temps au théâtre. S'il n'était pas en train de jouer à Paris dans une comédie, il était en tournée en province. Il n'a pas vu grandir ses enfants. Il jouait tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que le doublage lui a permis finalement, parce que le doublage, il avait une vie quand même à la maison, parce qu'il rentrait le soir chez lui. Et moi, j'ai tenté, en 99, j'ai monté une pièce
La première pièce que j'ai produite, que j'avais vue aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelait Laughter on the 23rd Floor, et que j'avais vue à Broadway, et j'ai acheté les droits américains, j'ai fait la traduction et je l'ai montée à Paris, ça s'appelait Panier de crabe. Et c'était l'histoire d'un animateur de télévision sous le maccarthisme qui se faisait virer de la télé. Et moi, j'avais appelé ça Panier de crabe, et je voulais que le rôle principal, chez nous, c'était un peu un Jacques Martin, quoi. C'était un peu quelqu'un qui faisait de l'humour, qui avait une équipe autour de lui, qui écrivait des sketchs. C'était ça l'univers de la pièce. Et j'avais demandé à Roger de jouer le premier rôle, le rôle de ce mec. Et pour mon plus grand bonheur, il a hésité. Il m'a dit, mon petit poulet, tu sais que je ne veux plus faire de théâtre. Et il a hésité. Puis un soir, il m'a appelé, il m'a dit, mon petit poulet, tu vas plus m'aimer. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, mais non, j'ai trop joué, c'est fini, je peux plus. Ben, je lui ai dit, écoute, je suis très triste, mais je te comprends parfaitement. Et on a loupé cette occasion. En revanche, j'ai pu faire employer Francis Lax, qui faisait l'auteur comique dans l'équipe autour du premier rôle, qui est donc l'animateur-producteur, et qui avait une équipe d'auteurs autour de lui. Et j'ai pu faire employer Francis Lax. Pour mon plus grand bonheur, j'ai joué avec Francis et je lui ai rendu tout ce qu'il m'a apporté en me faisant faire du doublage, parce que c'était un moment de sa vie où il était heureux d'être sur les planches au théâtre. Il avait eu aussi, lui, une très grosse carrière au théâtre. Et il faisait l'auteur de sketchs hypochondriaque. Il se trouvait toutes les maladies de la Terre. Et il était, mais à mourir de rire. Écoutez, sérieusement, c'est très intéressant. J'ai envie de vous proposer un petit jeu pour conclure cette entrevue-là. Un petit jeu qu'on fait avec nos doubleurs, avec les invités que l'on reçoit. Ce jeu, on l'intitule le jeu des répliques cultes. Normalement, ce jeu, la façon que nous jouons de notre côté lorsque l'on rencontre notre invité, on lui donne plusieurs voix, on lui donne plusieurs lignes à interpréter à sa façon. Pour vous, Luc, on a concocté quelque chose de très particulier. Nous avons un film au Québec qui se nomme Elvis Gratton. Et dans Elvis Gratton, il y a une fameuse scène où Elvis se magasine une limousine parlante. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, je vais vous envoyer ce petit texte. On va faire un petit dialogue à deux. Je vais vous donner le rôle d'Elvis et moi, je vais faire la limousine, la voix de la limousine, tout simplement. Vous allez devoir dire la réplique d'Elvis, mais à la façon de Marty. Est-ce que vous vous sentez capable? Oui, bien sûr. OK. Mais là, par contre, il faut simplement mentionner que dans Elvis Gratton, il y a certains jurons québécois. Donc là, je vais vous proposer, vous allez avoir le droit, à titre de joker, vous allez avoir droit à un joker qui va vous permettre de transformer ces patois, qui seront en guillemets, en patois que Marty dirait. Donc, on commence cela à l'instant. Rideau. Une porte est mal fermée. Ah ouais? Merci. Eh mais oh, c'est au bout, hein? Un char qui parle. Tous les systèmes de contrôle fonctionnent. Le niveau de lave-glace est bas. Une porte est mal fermée. Je sais qu'elle est mal fermée, Chris. C'est moi qui l'a réouvert. Eh mais oh, je recule. C'est-tu correct en arrière? Boum! Calice! Une porte est mal fermée. Elle est mal fermée, tabarnak. Elle est arrachée. Une porte est mal fermée. Attends, faut que je refasse. Il n'y a pas de problème. Elle est pas mal fermée, tabarnak. Elle est arrachée. Une porte est mal fermée. Mais arrête donc de m'écœurer avec ça, hostie de char sale. Vous êtes prié de rester poli. Ferme donc ta gueule. Gros cave. Quoi? Répète-moi donc ça pour voir, toi. Gros cave.
Gros Chris de Mongol. Ah, bah, tabarnak! Ça peut être remplacé par personne ne me traite de gros cave. Mesdames et messieurs, c'est sous ce beau dialogue que nous terminons l'entrevue avec Luc Hamet. Merci beaucoup de vous être porté au jeu. Monsieur Hamet, est-ce qu'il y a des prochains projets à surveiller pour l'année qui s'en vient? C'est sûr, avec la pandémie, c'est un peu plus complexe, mais est-ce qu'on peut vous surveiller à quelque part en particulier? Bien sûr, dès que vous pourrez reprendre l'avion, dès que vous venez à Paris, vous venez dans ce merveilleux quartier Montparnasse, qui est un quartier touristique fantastique, où j'ai mon théâtre, qui est un théâtre où vous verrez tout bleu, contrairement au théâtre rouge en général. C'est un théâtre bleu, c'est le théâtre Edgar, et c'est vraiment au pied de la tour Montparnasse, vous ne pouvez pas le louper. Et j'ai très souvent des Québécois, des Suisses, des francophones qui viennent chez moi et ça me fait grand plaisir. J'y suis très souvent le soir et je suis souvent là pour vous accueillir, donc n'hésitez pas à venir au théâtre. Eh bien, ce sera un plaisir de venir vous visiter une fois qu'on pourra retourner à l'avion. Merci beaucoup, Monsieur Hamet, pour votre temps et on vous souhaite la meilleure des années 2021. Merci, la même chose pour vous et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup.